Merci à tous pour toutes vos présentations. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Je vais commencer par inviter tous les représentants des associations non françaises qui existent déjà, donc australiennes, brésiliennes et anglaises qui sont là, à descendre, vous présenter rapidement, puisqu'un certain nombre d'entre vous allez vous retrouver au dîner ce soir. Et en plus, ça permettra je pense qu'éventuellement, ils seraient à même de répondre à certaines de vos questions, puisqu'ils ont déjà l'expérience de cette maladie et de cette maladie en association. Okay. So for those in English, each of our family representatives are just going to introduce themselves and where they're from. Hi, I'm Jean Dalton. I'm from the UK group Corpel, and we've got a small organisation, a support group out there. And if anybody's interested in coming to any of our little gatherings, which we do throughout the year, please come and see us afterwards and we can take your details. And I'm going to pass you on to Joanne now. Good afternoon. My name is Joanne and I'm also part of Corpel from the UK and I have a 13-year-old daughter with ACC. Donc les deux personnes qui sont présentées sont de Corpal, l'association anglaise. Je pense que tout le monde n'a peut-être pas toujours d'emblée l'accent. Et la dame qui vient de se présenter est la maman d'elle-même d'un enfant avec une agénésie du corps caleux. Bonsoir, je m'appelle Maria Savina Severino, je suis un médecin et aujourd'hui je représente l'association italienne des malades des personnes avec la génésie du corps caleux parce qu'ils ne pouvaient pas être ici et j'espère pour le futur qu'ils pourront participer. Et donc, je vous remercie. Merci. Bonjour, je suis Rubia. Nous sommes brésiliens de la ABRDCC. Nous avons une petite fille qui a 12 ans actuellement. Maintenant, je vais changer pour l'anglais parce que c'est ma première fois en beaucoup de temps. And we just started our group a few months ago, and we ask you all to have to organize yourself because our kids need us, and it's a pleasure to be in France. Ils viennent juste de monter leur association et ils vous poussent, toute l'association, à monter la vôtre. Et voilà, ils sont partants pour des échanges. Hello, I'm Christina and I'm the president of AUSDOC, the Australian organisation, and I have 2 boys with ACC. Bonjour, je ne parle français très bien, un peu. À l'école depuis 50 ans. Je m'appelle Marie, en australienne, Marie. Le R est très difficile. Yes, Marie. And je suis le secretary of AUSDOC. And mon fillette est 28 ans. Abby. Merci. I'm not going to try any French. I haven't taken a lesson since 5th grade. My name's Michael. I'm a part of AUSDOC as well, and I have partial agenesis of the corpus callosum also. Partiel. That's it. So, thank you. Merci beaucoup. Donc, vous parlez français ce soir au dîner. C'est ça? I will say you're speaking French at the dinner this evening, yes? Et maintenant, tous ceux qui ont parlé donc, à cette session pour les familles, on va se mettre là et on va répondre à vos questions. Et si ça se trouve, on pourra les traduire s'il y a des questions qui peuvent aussi intéresser les associés, enfin, s'ils peuvent nous aider à répondre. Vous venez? Voilà.
Alors ça a l'air très formel ici, mais c'est pour mieux passer les micros rapidement. Hein. Voilà. Donc, qui veut enfin voilà, je pense que j'avais déjà échangé avec un certain nombre d'entre vous. Vous aviez des questions. Je pense que certaines réponses sont déjà venues pendant certaines topos. Puis en plus, il y a déjà des questions qui ont été posées avant, mais je suis sûre que vous en avez plein encore. Donc, qui lance le... Je peux éventuellement, pendant la pause, en fait, j'étais à l'intérieur. Et des parents m'ont posé des questions. Je peux déjà peut-être transmettre déjà ces questions-là et puis après, continuer. Donc, il y avait une frustration un petit peu des parents par rapport à... C'est vrai que nous, depuis mardi, on entend des topos de tous les pays. Avec des choses très 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 intéressantes et c'était en anglais et que toutes les familles n'ont pas la possibilité de lire en anglais les articles parce que même les études en France sont écrites en anglais. Donc voilà, il y avait ça. So the thing is they feel frustrated not to listen to the previous talk of yesterday and the day before because they were in English. So we have to answer to that, mais on peut répondre d'emblée. En fait, il est certain que la plupart des réunions scientifiques se font en anglais, puisqu'on accueille des gens de tous les pays en général, et que la langue commune, pour que tout le monde puisse se comprendre, on a compté, on a été plus de 12 pays, des représentants de 12 pays à ces 2 journées de conférence, des gens qui s'intéressent au corps calleux, donc c'était difficile d'envisager. Alors on peut envisager des traductions, on peut envisager beaucoup de choses, mais d'abord ça a un coût, et deuxièmement, peut-être que c'est justement... une des façons de faire dans les années précédentes, puisqu'on a déjà fait 2 fois ces réunions en Australie et 1 fois aux États-Unis, c'est qu'à chaque fois, on a combiné nos réunions de notre consortium avec une journée organisée par l'association, à laquelle l'association nous demandait des sujets précis, dans leur langue, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on peut combiner, voilà, vous pouvez, quand vous serez organisé en association, éventuellement organiser vous-même des journées annuelles, 2 fois par an, comme vous voulez, vous verrez selon vos besoins, et demander, maintenant que vous avez un certain nombre de contacts en termes d'experts, quels sont vos besoins, faire peut-être une journée thématique sur, je sais pas quoi, la prise en charge médico-sociale, vous contacterez Béatrice qui pourra vous aider, en tout cas en vous donnant des contacts, ne pas le faire à Paris, il faut le faire ailleurs, faire des journées qui pourraient bouger, enfin voilà. L'idée c'est de vous organiser en vous donnant ici un premier jet de ce qui est possible de faire et de faire de façon plus peut-être approfondie selon vos besoins. En français. Une autre question, c'était, comme on a parlé des projets de recherche, comment intégrer un projet de recherche? Donc, je ne sais pas si Delphine éventuellement... mais les projets de recherche ne sont pas... peut s'inscrire à un projet de recherche. Les projets de recherche ne sont pas forcément qu'en génétique. Il y a des tas de projets de recherche qui sont envisagés dans le domaine de la génétique calleuse, dans tous les domaines, que ce soit en imagerie. Ce qu'on a discuté pendant les 3 jours précédents, c'est justement des projets de recherche communs, à la fois en imagerie, en neuropsy, en génétique. Voilà, et les projets de recherche, l'inclusion dans les projets de recherche, il se fait le plus souvent avec le clinicien référent de l'enfant. Je voudrais juste apporter 2 petites réponses associatives. Déjà, pour aider à traduire les documents en anglais, il y a le Google Trad, mais vous avez aussi un site qui s'appelle DeepL, D-E-E-P-L, et vous copiez vos textes en anglais et ça vous le traduit en français. Et c'est un peu plus correct comme traduction que Google Trad, c'est un peu moins du franglais. Voilà, il prend connaissance des sens des mots, donc ça peut déjà vous aider à faire une traduction. Sur la question de comment intégrer, alors je ne sais pas si je dis des bêtises, mais en fait, c'est une question que des associations de la filière Andira ont posée aussi, et je suis en train d'enquêter. J'ai juste découvert qu'il existait, donc sur Orphanet, vous avez la liste des essais cliniques qui sont renseignés. Vous pouvez aller cliquer, elles sont renseignées par pays. Et il y a un site officiel qui s'appelle Clinical Trials, sur lequel vous avez aussi... alors les médecins, arrêtez-moi si je vous dis des bêtises, mais en tout cas, c'est comme ça que la législation a été faite. Vraisemblablement, les études sont aussi mises en ligne. Et vous avez, ou si elle en est à phase 1, phase 2, phase 3, etc., par maladie.
Je donne la parole à la professeure Linda Richards, qui est australienne et qui est aussi à l'origine aussi de cette initiative avec 3 autres personnes du consortium. Good afternoon. I'm sorry, I don't speak French. Mais elle parle un anglais qu'on comprend, c'est dingue. Vous allez voir. The question was, I believe, how to register for participation in research. Right? Yes. So at the moment, there's multiple studies going on, but our goal is to have a central registry for people to enroll in studies. Il y a plusieurs études, mais on essaye justement de centraliser, faire une porte d'entrée centralisée pour les différentes études en cours. This is definitely a concern of the IRC5, because we know that participating in research is something that you do as a gift to each other and to your community, and you don't have much time and energy. So part of our goal is to set up a central registry, so you have one place where you can put your information, put your history, have your MRI uploaded, and all of the researchers in this group will have access to it. So you don't have to do it over and over and over. But that has not been set up yet. So we recognize that that is an issue, and we will aim to do so. Ça a été un peu ce qu'on a discuté longtemps et qu'on discute même depuis 2-3 ans, depuis qu'on se rencontre, c'est comment faire en sorte qu'on ait une porte d'entrée centralisée. Il y a plein de petits projets de recherche, des projets différents dans chaque pays. Par exemple, Lynn va faire une étude plutôt sur le profil neuropsychologique pour essayer d'avancer sur les difficultés des patients avec agénésie du corps calleux. Il y a des projets d'imagerie pour essayer de corréler entre justement les difficultés et rencontrer et l'imagerie cérébrale. Il y a des projets de séquençage génétique pour essayer d'aboutir à un diagnostic. Donc l'idée pour nous est exactement celle-là, essayer de faire en sorte de se regrouper tous ensemble et d'avoir une porte d'entrée centralisée pour les patients en un seul clic, de s'inscrire en disant oui, je veux participer, et peut-être à ce moment-là, on n'a pas, je vous dis, c'est pas encore fait, avoir les différents projets existants et de dire moi, je veux, c'est à vous de choisir finalement à quoi vous voulez participer comme recherche. Si vous avez votre imagerie IRM de la télécharger, voilà. Donc pour les données génétiques, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des consentements précis, etc. Mais on peut aussi envisager de les mettre en ligne. Donc c'est en cours et c'est typiquement l'intérêt d'un consortium international pour avoir le maximum de patients regroupés au même endroit avec toutes les informations accessibles à l'ensemble des personnes impliquées dans cette recherche. Donc je me présente brièvement. Donc, je suis Alexia, j'ai créé le groupe Facebook sur la génésie du corps calleux en France il y a une dizaine d'années. On y a 500 membres dessus, plus ou moins. Et en fait, ils m'ont tous martelé de questions, entre guillemets, mais bon, j'ai fait un vrai tout petit résumé. Alors, au niveau des inquiétudes, il y en avait plusieurs. Il y en a une. En fait, toutes les personnes qui viennent sur le groupe, la plupart, c'est parce qu'elles ont d'énormes craintes liées à la proposition du médecin de l'interruption médicale de grossesse ou non. Donc là, je trouve que vous avez plutôt bien répondu, donc il n'y aura pas de souci. Ça marche ou pas? Oui, ça marche. Après, on parlait aussi beaucoup de troubles. Excuse-moi. Dans les troubles qu'il y a là-bas sur des gens de la génésie, donc il y a des histoires d'hypersensibilité, de canalisation de la colère, d'irritabilité qui peut venir à la violence par moment. Et donc voilà, après, a priori, on a vu que c'était pas forcément, il n'y avait pas les causes liées à la génésie encore définies. Je sais pas trop comment dire ça. Il y avait quand même un certain, enfin, je vais peut-être laisser.
Oui, c'est la discussion qu'on a eue dans l'intervalle, où j'ai repris ce que vous aviez écrit. La génésie du corps calleux est une information, ce n'est pas une excuse, que vous aviez dit ce matin. Voilà. C'est-à-dire qu'après, quand il y a une agénésie du corps calleux, on ne sait pas exactement tous les troubles cognitifs que ça entraîne. Et il y a plein de troubles cognitifs, comme vous l'a expliqué, Dr Moutard, des comportements, des difficultés d'apprentissage qu'on retrouve aussi quand on a un corps calleux. Donc voilà. Après, on n'a pas la preuve. Qui sont quand même un peu plus importantes quand on n'en a pas. Voilà. Il faut quand même dire qu'il y a peuvent être, mais où on n'a pas de corrélation directe totale pour l'instant. Voilà. Après, voilà, à force de faire des études, on voit qu'il y a des difficultés qui apparaissent, mais voilà, on n'a pas encore de choses totalement tangibles. Et, voilà, quoi, les études sont en cours. Quoi, donc ça... Et il y avait aussi une chose dont on a parlé toutes les deux par rapport au suivi. C'est que moi, par exemple, j'ai 30 ans, et en fait, vu que, d'accord, ça fait très longtemps, mais j'ai pas eu de suivi du tout. C'est moi qui l'ai créé, mon suivi, si vous voulez. Donc, et c'est vrai que je ressens quand même le besoin un peu, par rapport aux adolescents et autres. Je pense qu'il serait quand même intéressant de faire un suivi sur, pas que sur la petite enfance, quoi, pour que les enfants, dans l'adolescence, voire de jeunes adultes et autres, ça serait très intéressant parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aussi sur le groupe des grands enfants, des grands ados. C'est sûr qu'à l'adolescence, on ne sait pas ce qui est... quand la maladie chronique rencontre la puberté, ça peut faire un petit clash. Donc c'est très important, effectivement, dès 13-14 ans, peut-être de refaire une consultation avec un psychologue parce que justement, il y a les émotions liées à la puberté et après lié à la pathologie. Et puis, après moi, je suis aussi l'experte de transition puisque j'ai coordonné la suite. Aussi, la réannonce du diagnostic est très importante. On l'a fait aux parents, mais on l'a pas fait aux jeunes. Donc, quelles sont ses croyances? Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il peut en parler? Et ce moment-là, qu'est-ce qu'il a compris? C'est hyper important pour son suivi d'adulte, parce que si on lui pose pas la question qu'est-ce que tu as compris, est-ce que tu sais ce que tu dois faire, etc., il va se faire des films, il va dire je peux pas avoir d'enfant, je vais forcément transmettre. Enfin, il y a tout, on va pas tomber amoureux de moi. Enfin, c'est cette consulte de réannonce, elle est elle est vraiment primordiale. Juste une remarque, parce que dans les dernières interventions, il faut aussi qu'on soit vigilant par rapport à la question de pathologie, pas pathologie. Il y a quand même beaucoup de patients qu'on suit qui ont absolument aucun symptôme, donc je crois qu'on ne peut pas parler de maladie ou de maladie rare. On peut parler d'une malformation rare, même si c'est la plus fréquente et qu'on n'a pas vraiment d'idée de la fréquence d'ailleurs. Mais voilà, je voulais juste mettre un bémol sur le fait qu'on a besoin d'études neuropsychologiques sur le long terme, impérativement, pour savoir quel est effectivement, sur des grandes cohortes, quel est le devenir. Mais nous, dans la cohorte qu'on suit avec Marie-Laure Moutard et Stéphanie Valence, on a quand même le sentiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas de corps calleux, et si on ne savait pas qu'ils n'avaient pas de corps calleux, eh ben, rien n'est visible. Et donc je crois que ce point-là, il est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre anomalie du corps calleux avec maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie associée, hein, mais il faut qu'on fasse attention au terme. Et qui n'a pas développé cette pathologie, je me demande l'importance de lui dire et justement de l'entraîner, c'est-à-dire tu as quelque chose qui n'est pas comme les autres. Si lui il n'a rien, est-ce qu'on doit quand même se rentrer dans ce système et à des risques de justement se trouver des excuses ou avoir un mal-être à cause de ça, justement, parce qu'on l'aura rentré dans un système alors qu'en fait il a juste cette malformation et pas la pathologie qui va avec. I will translate. So first, the questions. We had Alexia, who said that she never had any follow-up. She's affected with corpus callosum agenesis, and she thinks it's very important to be followed up and at the teenage and as a young adult also. And we have the opposite there, who is a mother. Vous êtes une maman? Grand-mère,
who thinks that if the children doesn't have any symptoms, why to tell him anything about his corpus callosum agenesis if he has nothing? So this is a debate. What do you... Maman qui veut s'exprimer là. Yeah? En fait, on est un peu dans le même cas de figure que la dame. Mais sauf que nous, on lui a dit, depuis qu'il avait 1 an, 2 ans, on l'a toujours dit, tu n'as pas de corps calleux en fait. Là, il a 4 ans et demi, mais on a arrêté. On a arrêté de lui répéter. Je pense qu'une fois qu'il a compris, voilà. So she had this. The mother there said that she told her boy from 1 to 4 years that every day that he had a corpus callosum. Vous l'avez répété souvent, c'est ça que vous disiez? Qu'il avait un corps, that he has a corpus callosum agenesis, and she stopped now because she thinks that he understood. And it's. What do you think about telling or not the children that he has or not a corpus callosum agenesis? It's better to know or not to know? I think it's better to know in terms of a young child we're talking about. Obviously at a level that they can understand, because we don't know how they're going to go in the future, and it's quite common, we know, in some of the literature and certainly in anecdotal experience. I can speak to families in Australia who don't have any issues when they're younger, but when they hit the teenage years, there's a lot of issues that start appearing. So some of the common themes that we see, and this is mirrored in my own personal experience, is difficulties with anxiety and depression and social skills, which obviously become much more important when you're a teenager. So to combat these things, we need to put things in place when we're much younger, and then we can get much better outcomes with these. And this is not to say that it's guaranteed that you're going to have these kinds of problems. And I don't want to provoke fear when there shouldn't be any, and make people worried about things that they shouldn't be worried about. But I think these are quite common. These are things that we need to be aware of, and why we should talk about it is not to give children an excuse to not do things. It's just to make them aware that there is something that will make them feel a bit different. I don't think that there's any children. It's too long to translate for sorry. me. Sorry. Okay. So, briefly, il pense qu'il faut le dire parce que du coup, ça permet à l'enfant de comprendre les difficultés qu'il rencontre. So, now, briefly, by trunk. Donc ça, c'est la vie générale. Okay. So. Yes, you would say. What would you say? Would you say should they should know? Yes. They should know. At what time you were told? I found out incidentally when I was 19. 19? When I was 19. So. On lui a dit. Ah, ok. I always knew that there was. C'est pas un diagnostic prénatal. Il l'a appris de façon. My mum always knew there was something wrong with me. Always. Since I was born. And tried to get me tested for a bunch of things, and they couldn't find anything. And I felt like I was different when I was about 16. Comment ça a été découvert de façon fortuite? Oui, il a senti qu'il était différent à 16 ans, mais la suite, j'ai pas compris. Oui, il l'a pas dit. Just because I was weird. I was different. You were different. Not near Yeah, different. Social interactions with the other children. Age-appropriate social interactions. Il avait des problèmes d'interaction sociale, mais ça. And physical coordination as well. Il y a une autre expérience ici, peut-être. Vous en pensez quoi, Alexia? Il faut savoir, pas savoir, le dire, pas le dire. Qu'est-ce que ça? Par rapport quand on est grand, je veux dire, c'est ça.
Il faut le dire à l'enfant quand il est petit. Quand le diagnostic est prénatal est confirmé, est-ce qu'il faut lui dire ou pas? Est-ce que ma question sur les deux, est-ce que le fait de dire à un enfant qui sait bien qu'il a une pathologie, on a les diagnostics, aucun symptôme, lui ça s'est déclenché à 16 ans mais qui n'en a aucun, est-ce que le fait de lui dire, alors après bon bien sûr je comprends ça, mais c'est dans le contexte d'un diagnostic. Voilà, dans le contexte, si ça se voit, si ça se voit pas, si l'enfant le ressent, se sent pas bien, se sent rejeté ou autre, ouais, s'il y a un souci à l'école, si ça va pas. Si pour l'instant tout va bien, non, il n'y a pas forcément besoin. Après, si jamais ça s'aggrave. Alors peut-être tu peux dire quelque chose. Et the question is, do you need to tell that to the child if there is no problem, if he's growing up properly, if he has no problem at school, no behavior problems? My answer is yes. I'm going to explain it in French, and then I try to translate, okay? Alors, je pense qu'il faut le dire. Vous avez dit, madame, je reviens sur ce que vous aviez dit, on lui a dit à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 1 an, je ne crois pas qu'on puisse tout à fait comprendre ce qu'est une agénésie du corps calleux. Donc je crois qu'il faut attendre que l'enfant puisse comprendre les choses avant de le lui dire, enfin, ou trouver le bon moment pour le lui dire, et les psychologues peuvent expliquer ça. Je pense aussi qu'il y a manière et manière de dire quelque chose. Voilà. Encore une fois, l'agénésie du corps calleux peut être une constatation avec des adultes, des gens qui vont tout à fait bien. Donc, je reprends les termes de ce que m'a dit un jour un grand garçon de 18 ans. Il m'a dit, est-ce que tu peux me dire pourquoi je viens te voir tous les ans? Et j'aimerais mieux que tu me dises qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas mis en place, plutôt que de me dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et je lui ai dit, tu as tout à fait vraiment dit les choses. Il y a un pont entre deux hémisphères, il ne s'est pas mis en place, il s'est installé différemment. Et voilà, ça peut de temps en temps entraîner des difficultés. C'est pour ça que tous les ans, tu vas voir le médecin pour voir si à un moment donné, il n'y a pas des difficultés scolaires, des difficultés avec les camarades, des difficultés dans ta vie qui nécessiteraient une aide. Et c'est peut-être pour ça que je pense qu'il est bon de le dire. On peut expliquer à un enfant qu'il est normal, mais qu'il a juste quelque chose de particulier. On fait de temps en temps des échographies abdominales à un petit bonhomme qui a reçu un coup de poing dans le ventre, et on dit, tiens, mais il n'y a qu'un rein. Bon, il n'y a qu'un rein. Et alors? Voilà. On sait que tu n'as pas le corps calleux. De temps en temps, cette particularité peut entraîner des difficultés à l'école. Voilà pourquoi on fait un point régulièrement. Mais tout va bien et ça n'a rien de grave. Voilà comment on peut présenter les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que vous avez ressenti, cette angoisse terrible quand on a fait un diagnostic chez vous, quand on vous a expliqué tout ça et tout, elle est la vôtre, on est d'accord, mais peut-être que votre enfant n'a pas besoin de porter cette angoisse. On peut lui exprimer les choses tranquillement en lui disant « tu as ça », parce qu'il aura besoin de savoir un jour. Et si je peux juste un peu abonder dans le sens de ce que vous avez dit, une maman, elle attend un bébé. On fait une échographie prénatale, le bébé a un short corpus callosum, un petit corps calleux. Très bien, on fait les examens habituels et on propose à la maman d'avoir une IRM elle-même. Et la maman, elle a un petit, the mother has the same, un petit corps calleux. Et à ce moment-là, elle nous dit, mais alors, je suis née dans une famille où tout le monde était brillantissime. Et moi, j'étais celle qui réussissait un peu moins que les autres. J'avais besoin d'aide. Mais dans ma famille, on ne voulait pas entendre parler d'aide parce qu'il fallait... C'était parce que j'étais une paresseuse. Et à 16 ans, ma tante m'a pris par la main et elle m'a amenée chez une orthophoniste. Et on a découvert que j'étais dyslexique. Vous voyez le temps perdu? Le temps perdu. Si elle l'avait su, tout en disant, ben voilà, tu as une anomalie du corps calleux, mais on va vérifier régulièrement. Eh ben, elle aurait été prise en charge en orthophonie plus tôt, elle aurait ramé moins, et elle est devenue infirmière en psychiatrie, et elle a réussi tout à fait, mais elle n'aurait pas eu ce parcours extrêmement difficile. Vous comprenez pourquoi je pense qu'il faut que les enfants le sachent, à un âge où ils sont capables de le comprendre.
Ça explique le suivi médical qu'on peut avoir et ça explique surtout pour nous autres ici tous présents qu'on puisse dépister s'il y a un souci, un petit retard, une petite difficulté et mettre en charge les aides nécessaires pour optimiser le développement de nos enfants. Yes, it was too long. I just explained that for me it's important to tell to the children because if the children is going well, okay, but if at some moment during school, during any part of the life, he has or she has problem, behavior problem with the friends at school, problem with the learning, problem with dyslexia, for instance, you tell to the doctor, the nurse, the psychologist, and we can do something to help the child and optimize the outcome. You agree with that? So my opinion is that they have to know. Yeah. Okay. Yeah. That's what I was going to say. I have two boys with ACC, and they have quite severe learning difficulties. But they have always known they don't have a corpus callosum. I tell them all the time. They've known since they were little. They don't have a corpus callosum. They're missing part of their brain. This is why things are hard for them. But I think they need to know because it's their body, and they need to know it's their brain. It's their brain. Yeah, whether or not they're having problems now, they might not have problems in the beginning. Everyone starts that cute little baby, they're a lovely little baby, they grow along, and then you think, oh, they're walking, oh, they're talking, oh, they're normal. But then maybe... Oh. Donc, Madame est australienne, elle a deux garçons qui ont, deux enfants qui ont une agénésie du corps calleux et qui ont poussé sans problème jusqu'à un moment donné, mais qui ont des difficultés scolaires maintenant, des difficultés un peu marquées. Et elle leur a toujours expliqué qu'il y avait ça parce qu'elle pense qu'il faut qu'ils le sachent, parce que c'est leur corps, leur cerveau, leur vie. Mais on peut aussi trouver les mots pour que les enfants comprennent ça sans que ce soit un drame, une horreur, okay? And quite often things come later on, like later on things come out. I have one comment on this. Okay. It is very traumatic as a teenager. It's very traumatic as a teenager or young adult when you are in the hospital because you had a car accident and the radiologist goes, oh no, oh my goodness, and you find out that way. You feel very betrayed by your parents. That's what I hear from... Donc l'idée, c'est de ne pas qu'un adolescent se soit découvert par hasard à l'hôpital à l'occasion d'autre chose et qu'un radiologue qui tombe sur le corps calleux, on fait l'examen parce qu'il y a eu un accident de mobilette ou je sais pas quoi, et que l'annonce soit faite, oh, mon Dieu, vous avez une absence de corps calleux, et qu'ils l'apprennent comme ça. Voilà, parce qu'on peut aussi avoir les remarques des autres professionnels qui connaissent moins et qui vont avoir un impact négatif. En fait, c'était pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Dr Moutard, parce que nous, on a la chance de vous avoir rencontré au moment où justement c'était compliqué. Et vous nous avez donné un très bon conseil que j'ai suivi. Donc mon petit garçon a 5 ans maintenant, et c'est la première année que je lui en ai parlé. À l'occasion, je l'ai dit à ses frères qui ne le savaient pas, ses grands frères. Et j'ai rebondi sur le fait qu'il devait rater l'école pour venir à un rendez-vous à Trousseau, pour le dire comme ça. Bon, ben voilà, et j'en ai parlé à ses grands frères. Et ça s'est fait très naturellement. Et ça lui permettait de savoir pourquoi, une fois par an, on traversait la région parisienne pour aller à Trousseau. Et ça a été aussi très tranquille. Et aussi grâce à vous, Dr Moutard, on n'en a pas parlé à l'école. Et je me laisse comme ça. Donc les maîtresses jusqu'à présent, c'était pas nécessaire qu'elles le sachent. Ce qui est vraiment très tranquille. Comme ça, on sait que si jamais un jour il y en a besoin, on en parlera à la maîtresse concernée. Mais qu'il n'y a pas... quelque chose qui se crée autour de lui, qui risquerait de l'angoisser, ou des gens qui auraient un préjugé sur lui. Et donc, je trouve que le fait de le faire progressivement, quand l'enfant est en mesure de comprendre petitement, on lui a parlé du pont, et il a eu l'air de comprendre. Ses frères aussi, ils ont le pont en tête, et on attend de voir comment ça progresse. Il faudra sûrement réexpliquer plus tard, parce que
So in your experience, you said that you had children with a corpus callosum agenesis, and you decided to tell him and tell his brother also, but not to inform the school for the moment, because everything is, and that went very smoothly with everybody in the family and with him. It was not before 5. He's 5 years old. So you're waiting to know how it will, if it will be necessary to tell to the school, but he knows. Je voulais aussi intervenir par rapport au questionnement de la maman et rebondir aussi sur ce que disait Dr Moutard. J'abonde dans ce sens en disant que mon fils qui est là, âgé de 19 ans, au tout début et pendant l'enfance, on lui a pas dit. Nous-mêmes, on était encore dans intégrer l'idée qu'il y avait de la lenteur, des trucs d'apprentissage, etc. Mais seulement à partir de 8-10 ans, il a commencé à nous dire comment ça se fait que vous m'emmenez souvent voir les médecins, faire des bilans, aller à tel endroit, orthophonie, psychomotricité, etc. Est-ce que je suis fou? Voilà la question, ça a été. Donc tranquillement, on s'est posé et on lui a tout expliqué, qu'il avait une agénésie complète du corps calleux. À quel âge du coup? 8-10 ans à peu près, oui. So she was saying that they didn't tell to the son, who is just sitting here, and he finally asked at about 10 years why he had so many appointments with medical doctors and asked if he was crazy. So they finally explained to him that it was a corpus. So you see, I think also like Dr. Moutard, that you should say. Kids make up explanations for themselves. Yes, they find other explanations. Parce que les explications qui peuvent se faire eux-mêmes, ça peut aller dans l'imagination, et c'est peut-être pire l'imagination que ce que. Voilà. Pour parents, c'est très difficile. Now I'm going to speak in English. But as a parent, I would say ask yourself a question, because our children, my daughter is 28, 28, yep, and I think it's a significant part of the brain. The corpus callosum is a very important part of the brain, and it's missing. So if we deny that or we ignore it, I think we're taking something away from their identity. And when they get older, they have been told that they're okay, you're okay, you can do anything, don't worry about it. But they do worry about it, and we don't always know that they worry about it. And then when they become adults, they've lost something, they've lost part of their identity. So I think it's really important that we tell them as early as possible, because we don't want to be the ones who tell them who they are. They have to know who they are from a very young age. Can you translate that? Oui, que c'est important pour fabriquer leur identité, de savoir qui ils sont, de quoi ils sont capables, et qu'est-ce qui se passe, etc. Et que on les prive de ça si on leur dit pas. Et si on leur dit tout le temps oui, tout va bien, il n'y a pas de problème, qu'on fasse un déni ou qu'on juste fasse comme si cette partie du cerveau ne manquait pas, n'était pas présente, les empêche, ça fait partie de leur identité et on les empêche de se développer correctement si on leur dit pas. Il faut qu'ils se développent avec ça qui fait partie de leur identité. C'était la vie de Marie. Je voulais faire une observation comme maman. Ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit par rapport à l'annonce aux enfants. Moi, mon fils de 8 ans a une agénésie isolée. Malheureusement, la prise en charge a été très lourde dès ses 6 mois, donc on savait qu'on allait devoir lui dire à un moment, puisqu'il allait 2 fois par jour, tous les jours à l'hôpital. Et en plus, mon fils a un frère jumeau qui s'est développé parfaitement bien à côté, donc on avait toujours le miroir assassin en face. Et c'est vrai que moi, ma plus grande peur, ça a été de dire quand est-ce que je vais lui dire et comment est-ce que je vais lui dire. Surtout que la neuropédiatre, un petit peu comme vous, m'avait dit, surtout au début, ne dites rien à l'école, parce que c'est un non-diagnostic, l'agénésie, donc on avait suivi ça. Et à un moment, voilà, j'ai commencé à lui expliquer, mais tu as un problème avec tes jambes, tu ne sais pas bien marcher, on va t'aider, etc. Et puis à un moment, il a fallu lui dire, j'ai pas employé le mot d'agénésie parce qu'il n'avait pas les compétences pour comprendre, je suis même pas encore sûre qu'il les ait aujourd'hui. Et au fait, je voulais vraiment faire 2 remarques vis-à-vis de ça, c'est que premièrement, les enfants
n'ont pas nos propres jugements. Moi, mon fils m'a dit « Maman, moi je sais très bien que je suis handicapé ». Il m'a dit ça à 5 ans, c'est un mot que je n'avais jamais prononcé à la maison. Il m'a dit « Mais moi je sais que je ne suis pas comme les autres ». Et c'est presque la première phrase complète qu'il m'a dit alors qu'il avait 5 ans, alors qu'il ne savait presque pas faire de phrase. Et autrement, je trouve aussi que ça apporte énormément... Juste la première partie déjà. Oui, s'il vous plaît. Après alors, vous ferez après. I was saying that my child started very early physical therapy, very intensively, and he had the problem that he was having a twin. So I knew at the moment in time I had to make the big announcement, and honestly, I wasn't sleeping at night. And then one day I started to tell him, but I had already told him, well, you can't walk because your legs don't work the same than the others, etc., because he had his brothers just next to him. And then one day I told him, well, you know, there's something a bit different in your brain than in the others. And he told me, Mommy, I know I'm different. I have a handicap. And he was looking at me like, did you just realize this? And he was 5, and he could barely make a full sentence. And I think it's the first time he made me a full sentence. So that's the first thing I wanted to say. And also, we have our own judgments. I'm changing my son's school next year. He has to go in specialized school because he has special needs. And I didn't sleep at night again. How am I going to tell him? He's going to leave all his friends. He's going to go to a special school where they're 10 with only children with handicap. And he told me, oh, I'm happy because now they're all going to be like me. So honestly, I think we... Mon fils donc a très bien pris la chose et maintenant il a 8 ans et on a finalement, entre guillemets, pris la décision, après s'être battu pendant des années, de l'inscrire en enseignement spécialisé. Je suis en Belgique, donc ça ne fonctionne pas comme ici. Et j'ai eu la chance que mon fils a été remarquablement intégré dans une école ordinaire, mais à un moment, ça ne suit plus, donc on a pris la décision de le retirer. Et à nouveau, j'ai mis un an à me dire comment est-ce que je vais lui dire. C'est un enfant en plein de joie. Et le jour où je lui ai dit, il m'a dit, mais maman, c'est très bien, ils seront tous comme moi. Et quand j'ai visité cette école avec mon fils, et je l'avais déjà visité quand mon fils avait 6 mois, parce que les neuropédiatres m'ont dit, votre fils, il ira là. Et j'ai tenu pendant 8 ans. J'avoue, 8 ans après, j'avais toujours envie de pleurer. Hein. Et mon fils est arrivé, il courait partout, il a le sourire. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, mon fils, tous les jours, il me montre que les barrières, elles sont parfois dans la tête des adultes. La peur du jugement, du terme de handicap. Et je vous le dis, j'ai encore plus de mal aujourd'hui, plus que lui. Hein. Mais voilà, il est né comme ça, il a toujours connu ça comme ça. Attention, ça n'enlève pas la frustration, les colères, la difficulté, mais ils n'ont pas nos étiquettes. Et donc tous les jours, il m'apprend quelque chose à ce niveau-là. Et la deuxième chose que je voulais dire, qui pour moi est importante dans l'annonce, et c'est vrai que chez moi, ça a été particulièrement fort à cause de la gémellité, c'est que ça a énormément rassuré son frère. De mettre des mots, pas le terme agénésie, mais moi j'ai dit ton frère est porteur de handicap, parce que c'est vrai qu'il a énormément de difficultés dans tous les domaines, donc je pense vraiment que c'est le mot qu'on peut employer, même si c'est un mot que je n'aime pas. Ça a vraiment rétabli un équilibre dans la famille, ça a apaisé son frère, de savoir qu'il y avait une explication. Quand j'ai eu mon 3e enfant, son frère jumeau m'a dit « Mais le bébé, il sera comme moi ou il sera comme Jack ?» Et je pense qu'au fait, les non-dits sont extrêmement mauvais. Et d'expliquer, voilà, il est arrivé quelque chose, parfois les enfants sont faits différemment, et donc ça apaise non seulement l'enfant de savoir, mais toute la fratrie. Voilà. Okay. We have, in Brazilian Association, we have a lawyer that he has a master's degree in law school, and he discovered the agenesis, and he had completely agenesis of corpus callosum, and he discovered during the law school he had a headache, and he did an MRI, and he discovered. So. And when he discovered, he was lost and he looked for us, and he was absolutely non-symptomatic. When we teach him about what agenesis is and what's the role of corpus callosum in his body, that's why it was so difficult to me to learn how to tie my shoes. Now I'm getting why some simple things were difficult to me,
and easy for others. But he had a master degree on law school, and he's working, and he have a normal life, and he is non-symptomatic. But he knows that when he tried to learn how to ride a bike, it was extremely difficult, and that's why I think that you have to tell your children, because even he is not non-symptomatic and live a normal life like this, he always knew that something was wrong, because he had difficulty to learn some simple things, and that's something that's wrong with me. And then this was the missing part. He discovered that he has a missing part, and he's living his life normally. So. En 2 mots, cet avocat qui s'est retourné vers l'association qui a eu des explications sur ce que entraînait la génésie du corps calleux, a dit « Ah, mais je comprends mieux pourquoi j'avais du mal à la pourquoi j'ai du mal à donc, alors qu'il a fait des études et des hautes études et des études supérieures, ça a expliqué plein de choses dans son enfance. Alors, simplement pour apporter une expérience de vie, peut-être sur une question que se posent certains parents, notamment quand leur petit rentre en petite section, la première année à la maternelle. Donc, nous, on s'est posé la question que se posent sans doute les parents qui ont un enfant qui a une agénésie, c'est est-ce qu'on le dit ou pas à l'équipe pédagogique. Donc, simplement, en termes de retour d'expérience personnelle, nous,